et ils ne pensent pas comme ça. Et la plupart de mes amis d'ailleurs, que je garde encore les relations avec eux, sont musulmans. Alors, mais les frères musulmans, quand on dit la charia, alors la charia selon les musulmans libéraux n'est pas la charia selon les frères musulmans. Les musulmans libéraux, ils prennent la partie qui est une partie noble et le respect pour autrui. Mais les minorités extrémistes et qui donnent naissance à des terroristes, c'est les gens qui croient que la charia, il faut l'appliquer dans sa forme la plus radicale. Et la forme la plus radicale, c'est quoi? C'est lapider la femme, c'est un adultère, c'est couper la main d'un voleur, c'est imposer comment s'habiller, qu'est-ce qu'on mange, port ou pas port, et en gros, c'est refuser tout ce qui n'est pas musulman. Et encore, tout ce qui n'est pas musulman comme eux. Il y a des musulmans qui ne veulent pas, une fille qui ne veut pas se voiler, par exemple. Eh bien, ça, il n'y a pas. Ils ont transformé la société égyptienne. Et à cause de quoi? Parce qu'il y avait plein de sermons dans les mosquées, il y avait plein d'enseignements des enfants à l'école. Ils se sont infiltrés dans toutes les institutions égyptiennes. Et ça, je vous le dis parce que je n'ai pas vécu là-bas, mais j'allais de temps à autre. Et je voyais dans le pays une certaine amélioration économique, des routes, des hôpitaux, etc. Mais je voyais une certaine fermeture intellectuelle. Et cette fermeture intellectuelle venait de grands, je dirais du grand crime de Moubarak, c'est de laisser la société entre leurs mains. Alors il donnait l'impression qu'il était contre l'islamisme, l'extrémisme, mais il les laissait quand même. Donc en dehors de cette corruption financière, il y avait cette corruption de société et d'avoir laissé le pays pendant 30 ans entre les mains de ces gens-là qui étaient interdits, mais tolérés. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire interdit mais toléré. Alors, ils ont fait beaucoup d'œuvres humanitaires, ils ont fait des écoles, ils ont fait des centres médicaux gratuits et dans les pauvres, ça fait qu'ils ont attiré énormément de gens vers eux avec toutes ces œuvres. Mais ce ne sont pas des œuvres humanitaires telles que nous le concevons ici, parce que c'était des œuvres humanitaires intéressées. C'était venez pour que le jour où on prendra le pouvoir, vous êtes avec nous. Donc aujourd'hui, nous souffrons en Égypte de cette encore influence que les frères musulmans ont laissée dans la société, du fait de la justice, la police, même les militaires, je dirais qu'il y a quelques infiltrations. La médecine, par exemple, celui qui a inventé la direction, le secteur gynécologique dans la faculté de médecine en Égypte est un chrétien, copte. Mais depuis 20 ans, il est interdit à un chrétien d'entrer dans la section gynécologique de la faculté de médecine. Raison? Un chrétien doit voir le corps d'une femme, donc voilà, et c'est quand même lamentable d'arriver à ce point-là. Voilà, donc le califat, c'est quoi? Je peux le résumer, l'Égypte, dans leur tête, doit devenir tout simplement une province du Grand Empire, et qui doit avoir comme capitale Jérusalem. Ils l'ont dit à la télévision, ils le croient, non seulement ils le croient, mais ils le disent, ils l'ont dit. Aujourd'hui, ils n'osent plus, parce que c'est fini. Mais ils l'ont dit quand il y avait, après la révolution de janvier 2011. Leur histoire est une histoire de violence. Janvier 1949, ils ont essayé de se débarrasser du roi Farouk. Quand ils n'ont pas réussi, ils ont assassiné son premier ministre, Hassan al-Rashid. Et alors, le 13 février, Hassan al-Banna a été abattu par la police secrète. Et 1952, c'était la révolution où les officiers libres, qui étaient soutenus par les frères musulmans, ils ont chassé les Anglais, et ils ont chassé le roi, et Nasser a pris le pouvoir. Mais Nasser était un homme ouvert dans le domaine religieux. Et donc, il n'a pas très bien marché avec les frères musulmans qu'il avait soutenus. Et on dirait même qu'il était membre des frères musulmans.
et tout son entourage, les frères, tous les officiers libres qui ont fait la révolution en 1952 étaient très proches des frères musulmans. Mais au bout d'un temps, il a refusé un État religieux que la confrérie des frères musulmans lui proposait, et il a choisi plutôt la nation arabe, le panarabisme, et ils ont essayé de tirer sur lui à Alexandrie en 1954, tentative d'assassinat, il a échappé, et alors à partir de là, les frères musulmans ont été emprisonnés. Et donc on n'en a plus entendu parler jusqu'à son décès, jusqu'à sa mort, et quand Sadat a pris la succession. C'est dommage, ce que j'ai essayé de faire avec Adel tout à l'heure, c'était de vous faire écouter un discours de Nasser parce qu'il dit beaucoup. Mais malheureusement, techniquement, je n'arrive pas à le faire. Et regardez son sourire, il sourit parce que, semble-t-il, on lui dit, à cette époque-là, 1964, il faut que les femmes se voilent. Alors, 1953, nous voulions vraiment, honnêtement, collaborer avec les frères musulmans. J'ai rencontré le conseiller général, qu'on appelle le guide suprême, parce que eux, c'est un peu franc-maçonnique, c'est une hiérarchie où le guide suprême, il a autorité sur les gens. Les gens font une sorte de soumission à suivre tout ce qu'il dit. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai rencontré le guide suprême des frères musulmans. Il a présenté ses demandes. Il a demandé quoi? D'abord, il m'a dit, il faut que tu imposes le voile en Égypte et que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler. À chaque femme dans la rue. Et moi, je lui ai répondu que c'était revenir à l'époque où la religion gouvernait et où on ne laissait les femmes sortir qu'à la nuit tombée. Moi, à mon avis, chacun est libre de ses choix, et il m'a répondu non, c'est à toi de décider en tant que gouverneur responsable. Je lui ai répondu, monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine, elle ne porte pas le voile. Pourquoi ne l'obligez-vous pas à le porter? Et vous n'arrivez pas à la faire porter le voile à une jeune fille qui de plus elle est la vôtre? Comment voulez-vous que je le fasse porter à 10 millions de femmes égyptiennes? Voilà, et puis un grand sourire. Alors là, si vous l'entendiez sur la vidéo, il a fait éclater de rire les gens. Et il y en a un parmi les personnes qui étaient là qui a dit il n'a qu'à porter le voile lui-même, le guide suprême. Et les gens ont éclaté de rire. C'est dommage, la prochaine fois, on va essayer de sortir ça. Mais vous voyez quand même l'état d'esprit des années 1964 en Égypte. Et tout le monde rigolait d'une demande pareille de la part des frères musulmans. Regardez la tenue vestimentaire, 1920-1930. Vous voyez 1976, l'Université du Caire, il n'y a aucun voile. Toutes les femmes sont habillées habituellement. Et vous voyez en 2013 comment elles sont habillées à l'Université de Mansoura. 2013, voilà une conférence. 1970, Nasser meurt et c'est Sadat qui prend la succession. Voilà son discours de sermon. Et si vous pensez bien, en 1977, il a fait une initiative extraordinaire d'aller à Jérusalem et de proposer de faire la paix. Il avait fait la guerre en 1973 et quelques années plus tard, il a osé dire ça suffit les guerres et on veut la paix. Et donc il est allé à Jérusalem. Et il y a eu les accords de paix en 1979. Vous voyez Begin, Carter et Sadat à la Maison Blanche et la signature des accords de paix. Et alors l'Égypte a repris le Sinaï qui avait été occupé par Israël. Mais le problème palestinien n'a pas été résolu pour autant. Et c'est encore quelque chose qui traîne. Alors ce sont des moments historiques qui ont donné de l'espoir pour l'avenir. Begin qui empoigne Sadat avec les applaudissements de Carter, personne n'aurait cru ça 4 ou 5 ans avant.
Voilà, et le drapeau égyptien à côté du drapeau israélien, avec Carter au milieu. Et les deux, Begin et Sadat, ont eu le prix Nobel pour la paix après cet accord. Mais le 6 octobre 1981, donc quelques années, 3-4 années après cet accord de paix, c'était le 8e anniversaire de la guerre de 73, qu'on appelle la guerre de Kippour, et Sadat a été assassiné par les islamistes, les frères musulmans. En fait, ce qu'il a fait en 1974-75, il a sorti les frères musulmans qui étaient emprisonnés, que Nasser avait emprisonnés. Il les a sortis, il leur a donné une chance de s'intégrer dans la société égyptienne, mais vous savez, quand on a une certaine idéologie, bon, on la poursuit. Et ça fait que pendant que Sadat il a fait la parade militaire, et il était en tribune, à côté de lui c'était le ministre de la Défense, et ça c'est sa dernière photo, quelques secondes avant qu'on l'assassine. Voilà l'image qui avait ému le monde à cette époque-là. Il est en train de regarder les avions. Alors le tout s'est passé très très vite. Donc 4 islamistes, donc frères musulmans, étaient dans un camion militaire. Ça montre bien que quand ils veulent s'infiltrer quelque part, ils le font. Donc ils se sont dirigés vers la tribune. Voilà, il y a un agent de sécurité qui tentait de faire quelque chose. Et Moubarak, qu'on voit là, ici, donner des instructions pour transférer à l'hôpital, etc. Et le tour n'a duré qu'une minute. Donc Moubarak, on voit qu'il était blessé au bras, a pris donc la succession de Sadat. Il a reçu les condoléances de Brahim Begin, avec Ariel Sharon qu'on voit derrière, mais c'est resté là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une normalisation et la suite de ce que Sadat a fait, ce grand pas très courageux qu'il avait entrepris, cette initiative de paix qu'il avait entreprise. Moubarak a peut-être eu peur, en tout cas, il n'y a plus de suite. Donc Moubarak n'a jamais mis les pieds évidemment en Israël. Il y a eu des relations diplomatiques entre les deux pays, mais le peuple égyptien, qui était très enthousiaste au retour de Sadat après son voyage historique, n'est plus aujourd'hui dans cette pensée-là. C'est 30 ans après, ou 40 ans après, cet esprit et cet espoir de paix entre les pays arabes, Égypte et Israël, et de normalisation n'existe plus. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui ce que moi, on m'avait appris dans mon enfance, Israël, il faut l'ajouter dans la Méditerranée, elle n'a pas sa place dans la région. Et aujourd'hui, cette idée-là s'est développée déjà de plus en plus, et je ne sais pas s'il y aura facilement un retour en arrière. J'ai mis ça parce qu'Ayman al-Zawahiri était un médecin d'une grande famille égyptienne et il était parmi les comploteurs de l'assassinat de Sadat. Il est rentré en prison et il a dit nous sommes les vrais musulmans et nous sommes contre le colonialisme, contre l'impérialisme, etc. Je crois qu'il a passé une bonne quinzaine d'années en prison et quand il est sorti, on l'a retrouvé après le Soudan, etc., chez Ben Laden en Afghanistan. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce que vous vous souvenez de cette image? Bon, en ce temps, tout le monde connaît. Et Ben Laden a ramené l'argent. Mais Ayman al-Zawahiri, qui était numéro 2, d'ailleurs qui est encore aujourd'hui demandé, recherché par les Américains, c'est la tête pensante. Et le leader des 19 terroristes, qui s'appelle Mohamed Atta, qui était un Égyptien d'une famille très aisée, le père était avocat au Caire, lui il préparait un doctorat en Allemagne en ingénierie, donc c'était un ingénieur, et pourtant convaincu que ce qu'il fait était bien. Et c'était donc le chef des fameux 19 autres qui ont fait le massacre de Toulouse. Tariq Ramadan est le petit-fils de Hassan al-Banna. Est-ce que vous le connaissez? Vous avez entendu parler de Tariq Ramadan? Bon. Les frères musulmans ont des langages double, triple, quadruple,
mais ils s'habillent de tout ce qu'on veut pour atteindre le but. Donc,